C'est tout. C'est tout bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Fay. Je sais que vous êtes dans les locaux de la cure, ici, magnifiques locaux mis à disposition ici de la population et des sociétés locales. Merci à tous pour votre participation à ce troisième live Facebook. Donc, nous allons commencer gentiment dans quelques minutes, le temps de vous connecter, de vous laisser le temps de vous connecter et de vous rappeler également aussi les règles durant ce live Facebook, durant ce débat. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commenter durant toute la durée du live. À droite, ces commentaires sont visibles de tous les participants. Ou alors, si vous souhaitez nous poser une question, un commentaire, une remarque ou quelque chose, n'hésitez pas à le faire aussi au travers également de la fenêtre qui se trouve en haut à droite de l'écran. Et si vous souhaitez que votre commentaire soit anonyme, eh bien vous pouvez ajouter simplement la lettre A en majuscule devant votre question. Donc, à droite, la partie commentaire visible de tous. Et si vous avez une question, ben votre question sera, on va dire, enregistrée dans cette fenêtre en haut à droite. On vous rappellera également aussi tout au long de ce live Facebook les règles. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. On a également tenu compte des différentes propositions d'amélioration aussi lors des précédentes éditions, à savoir au niveau de la luminosité, du son. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous nous entendez très mal, si on ne parle pas assez fort ou si la luminosité n'est pas bonne, on corrigera en cours. Et on espère que ce live puisse se dérouler dans les meilleures conditions et puisse vous satisfaire. Donc ce soir, ce qu'on a prévu aussi également, pour commencer, c'est de partir sur les résultats, sur les résultats des différents sondages que l'on a lancés sur Facebook durant les dernières semaines. On en a lancé 3 et on va commenter les résultats de ces sondages avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. On va également aussi, suite à ces sondages, vous parlez également aussi de notre programme politique, citer quelques éléments de notre programme et ensuite on passera à vos questions. Et n'hésitez pas, ce live durera entre 30 et 40 minutes, peut-être plus, tout dépend du nombre de questions, tout dépend de la fréquentation. Mais on vous remercie d'ores et déjà pour votre participation et on vous souhaite une excellente soirée. Et on excuse Marie qui n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'elle est de permanence. Donc, elle participera au prochain Facebook Live. Mais ce soir, elle est excusée. J'espère peut-être que pendant sa permanence, elle peut nous regarder. Coucou Marie. Ok, alors on va peut-être attaquer avec les sondages. On a publié des sondages sur Facebook. Le premier était: êtes-vous favorable à un projet de halle des fêtes couverte? Les réponses qu'on a reçues étaient oui à 88,2%, non 0% de réponses, et il y a d'autres priorités, 11,8% de la population. Donc ça se partage entre oui et on devrait faire autre chose avant. Alors peut-être si vous voulez réagir à ce premier résultat de sondage. Merci en tout cas aux participants à ce sondage. Oui, un grand merci à eux d'avoir répondu. Bon, moi, personnellement, ce sondage me surprend parce que je savais que c'était une des possibilités, c'était halle de fête, des nécessités pour notre commune, mais je ne pensais pas alors avec un tel pourcentage de 88%. Donc voilà, ben, si on écoute la population, on sait ce qu'il y a à faire, on sait qu'il faudra dégager des moyens, il faudra dégager des moyens financiers pour réaliser effectivement cette halle de fête qui viendra tout logiquement couvrir la nouvelle patinoire. Enfin, Oui, après, moi, je suis pas tellement surprise par le résultat parce que c'est quand même une attente qui est là et qui est palpable depuis des années sur Nanda et aussi par les sociétés. On a quand même un berceau de sociétés qui est extrêmement fort et condensé. Et je pense que par rapport à cette halle de fête couverte, elle répond non seulement aux besoins de nos sociétés, mais également aux besoins des manifestations et à la vie qui permet de canaliser cette vie nocturne entre guillemets sur une halle de fête. Et on a vu cette année justement avec le Covid le fait de ne plus avoir de halle de fête au milieu de la plaine des Écluses, c'était quand même quelque chose de très positif et que les gens ont beaucoup apprécié. De pouvoir regrouper ça sous une halle de fête, une patinoire couverte par exemple, je pense que ça répondrait à une problématique qui est existante et à laquelle on doit vraiment réfléchir pour l'avenir. Et puis je compléterai aussi par
le fait que la patinoire artificielle que l'on a décidé est la première étape et que pour le PLR, on souhaitait aussi aller sur cette solution d'une halle polyvalente, d'une halle couverte, qui permette justement de recevoir des manifestations l'été comme l'hiver et de pouvoir justement on va dire s'affranchir de l'attente de la plaine des Écluses qui a rendu d'énormes services durant ces années, mais qui également aussi aujourd'hui permettrait de redonner la plaine des Écluses à ses habitants, à ses hôtes, et de pouvoir envisager aussi également un espace vert peut-être beaucoup plus enrichissant au niveau du centre de la station et de développer davantage ces synergies avec l'accueil, la partie, on va dire, arborisée de ce centre de la commune et finalement une salle qui permet de répondre aux différents besoins sur le niveau sportif, culturel, événementiel. Et je crois qu'on était assez unanime par rapport à ça et très content aussi finalement que la population en a parte finalement de cette direction et plébiscite cette halle couverte. À nous maintenant de faire le travail durant la prochaine législature, si nous en donnez les moyens justement de pouvoir développer cette halle et puis proposer un projet concret pour les habitantes et les habitants de la commune. Le second sondage que nous avions publié, c'était un sondage qui consistait à classer par ordre de priorité selon les citoyens les projets d'intérêt pour Nanda. Donc ce qui est ressorti du sondage, c'est en premier, le premier ordre de priorité selon ce sondage, c'est le cycle d'orientation. Le deuxième qui est ressorti, c'est la patinoire avec une vraie glace, la patinoire de Haute-Nanda avec une vraie glace. En 3, l'aménagement de la plaine des Écluses, dont nous avons parlé. Et en 4, le dépôt des travaux publics. Donc, premier point d'intérêt pour les citoyens qui ont répondu à ce sondage, c'est le cycle d'orientation. Je ne suis pas tellement surprise du résultat parce que le cycle d'orientation, ça tourne autour du thème de l'éducation et de la jeunesse. Et je pense que c'est un thème qui tient quand même beaucoup à cœur la population. Donc, je ne suis pas vraiment surprise que le cycle d'orientation sorte en premier dans le sondage. Après, c'est clair qu'en termes de besoins, le dépôt des travaux publics qui devient vraiment urgentissime, parce que ça, c'est une question on parle carrément de salubrité. Et puis, les deux autres points, c'est vraiment une question d'aménagement et pour répondre aussi à un besoin de la population. Mais c'est je ne vais pas dire que c'est moins important, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du besoin réel, au niveau pratique, par rapport à un dépôt des travaux publics qui part en lambeaux, l'aménagement de la plaine des Écluses est moins important en termes de priorité. Mais je ne suis pas surprise du cycle d'orientation. Non, moi je suis même heureux que ce soit le cycle d'orientation, c'est-à-dire que la population est quand même, donne encore la priorité à ses futures générations qui puissent apprendre dans de très très bonnes conditions. Moi, ce que je trouve de ce sondage, donc en premier, on a le cycle d'orientation, le dépôt des travaux publics, et en 2 et 3, donc la patinoire et l'aménagement de la plaine des Écluses. Je dis que le 2 et 3, c'est des projets qui pourraient être, tous des gros projets, c'est tous des gros projets qui vont coûter cher, qui vont nécessiter beaucoup d'investissement. Mais le projet 2 et 3, donc la patinoire et l'aménagement de la plaine des Écluses, c'est des projets qui pourraient être financés par la forfaitisation de la taxe de séjour, donc un petit peu, je dirais, hors budget habituel de la commune. Et maintenant, la commune, il faut vraiment qu'elle fonce sur les deux autres projets, sachant que le cycle d'orientation va nécessiter quand même encore quelques années, puisqu'il faudra que le plan d'aménagement soit homologué, puis après il faudra demander une révision du plan d'aménagement pour pouvoir disposer d'un terrain pour construire le cycle, ce qui va nous reporter quand même de quelques années, et on pourra avancer avec le projet numéro 4, qui est le dépôt des travaux publics. Donc finalement, on va pouvoir avancer les 4 projets en même temps, pas selon l'ordre de priorité des citoyens, mais selon les disponibilités qu'on aura aussi, puis ce qui est légalement de ce qu'on peut faire aussi. Clairement. Oui, c'est vrai, on en parle aussi, mais la gestion des investissements, c'est un sujet qui est récurrent et qui revient. C'est un sujet aussi sur lequel le PLR a toujours mis un point d'attention particulier au niveau de la commune, c'est que là aussi, on a des sujets, on a des dépenses à venir qui sont relativement importantes, cycle de rotation, les dépenses des travaux publics, la patinoire. Il faut les moyens de la financer. Est-ce que c'est la partie, on va dire, touristique et communale? Est-ce que c'est la partie communale exclusivement? Et il faut aussi répartir l'investissement dans le temps, dans le but aussi d'avoir, on va dire, des amortissements que l'on retrouvera chaque année dans nos comptes, qui ne péjorent pas le budget de fonctionnement, qui permettent justement de faire d'autres investissements ou d'autres urgences ou traiter
justement des éléments différents des rénovations de routes, pas oublier les autres sujets d'actualité et les autres dépenses de notre budget, et de faire une véritable planification financière. C'est un élément qu'on avait déjà mis en exergue dans notre précédente campagne il y a 4 ans. On le remet aussi maintenant, on y attache beaucoup d'importance, c'est la planification financière, planification des investissements, pour éviter de devoir léguer justement à des générations futures des dépenses qui ne seraient pas maîtrisées, mais d'avoir véritablement un ordre et une priorisation. Et c'est ce qui a été fait au travers de ce sondage, qui montre clairement finalement la priorité des habitantes et des habitants de la commune. C'est une très bonne chose. On en prend note, on prend acte, et puis on va également aussi se bagarrer, se défendre pour défendre ces projets dans un ordre qui permettra de le réaliser. Le dernier sondage que nous avions mis en ligne, c'était au sujet de la fusion Nanda-Vezona. Donc c'est un sondage qui a reçu le succès, c'est là où on a eu le plus de participation. Et donc nous posions la question, parlons fusion, vous êtes plutôt. Donc Nanda se porte bien toute seule, ce qui a recueilli 41% des suffrages. Vous êtes plutôt pour une fusion avec Vezona, qui a recueilli 35,9% des suffrages. Et l'avenir, c'est le Grand Sion, entre guillemets, qui a reçu un peu moins, 23,1% des suffrages. Donc quand même assez partagé, mais quand même Nanda se porte bien tout seul, 41% des sondés qui ont donné cette réponse. Bon, le premier commentaire que je pourrais dire, c'est que oui, je suis étonné en fait de ce partage, même sur la commune de Nanda, que ce soit très très partagé sur Vezona, on peut comprendre, c'est les premiers concernés, que Nanda soit autant partagé, je suis un petit peu surpris, mais je suis surtout surpris de l'avenir des Grands Sion, 23%. Alors qu'on a eu finalement qu'un article de Nouvelier qui promulguait un petit peu cette grande région de Sion. Donc les gens sont intéressés à ces grandes agglomérations. Donc voilà. Ce qui manque surtout dans ces sondages, c'est effectivement l'information à la population. On est tout à fait au début des négociations, au début des discussions. On rencontrera prochainement le conseil communal de Vezona, où c'est qu'on va pouvoir débattre, on va pouvoir échanger. Et après, de toute façon, c'est Vezona qui va se prononcer en premier sur leurs intentions. Et puis Nanda interviendra plus tard. Puis après, on pourra donner plus d'informations. Mais c'est vraiment... C'est surprenant chez nous que Nanda se porte très bien tout seul, donc qui est contre la fusion, on peut dire, c'est 41%, et puis qui sont pour la fusion, c'est 35,9%, donc 36%, donc c'est très partagé sur Vezona, très partagé sur Nanda. Donc les jeux sont ouverts, il faudra être très clair dans les explications de cette peut-être prochaine fusion. Oui, moi je rejoins aussi Jean-Charles sur le fait que j'étais étonnée du pourcentage sur l'avenir, c'est le Grand Sion. Parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé. Le président de la ville de Sion a fait une conférence de presse là-dessus. Il n'y a eu qu'un article. Et puis finalement, on voit qu'il y a quand même 23,1% de la population qui adhérerait à ce projet de Grand Sion, alors qu'on a très peu de connaissances sur le dossier quand même. Hein. C'est un projet ambitieux, ça c'est clair. Mais après, par rapport à une fusion avec Vezona, je suis surprise aussi du pourcentage de 35,9, mais moyennement parce qu'en discutant quand même avec les habitants de la commune sur différents villages, je remarque quand même qu'il y a quand même le côté, on est quand même lié en termes affectifs avec Vezona, notamment du fait que voilà, on a été à l'école avec les Barlouka quand même, hein, on a beaucoup de choses en commun et puis ce lien, il est quand même là, il est quand même existant, il est présent. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui marque dans la population et que je comprends tout à fait aussi. Après, on ne va pas revenir sur la manière un petit peu maladroite qui a été faite, mais le lien affectif, il est là, il est existant et on ne peut pas le renier. On doit en tenir compte. Ouais, c'est juste, je dirais même que d'un point de vue, on va dire, global, la fusion, les fusions de communes, ça vont être d'actualité dans les prochaines années, les prochains mois. C'est un sujet aujourd'hui qui va devenir de plus en plus important. La marge de manœuvre, l'autonomie des communes diminue quand même avec le temps. On assiste quand même à des enchevêtrements d'étages qui basculent en général vers l'État, vers le canton. Donc, il y a une nécessité de se regrouper et de former de nouvelles synergies, d'atteindre de nouvelles tailles critiques pour les communes. Et je pense que la fusion ou la proposition de Vezona qui est d'actualité pour cet automne s'inscrit parfaitement dans cette ligne-là.
avec la possibilité de former des synergies avec soit une grande ville, soit avec une commune. Mais il y a, on va dire un choix du cœur et peut-être un choix différent par rapport à Sion. Aussi un peu surpris du résultat, mais je pense aussi que cette notion un peu indécise entre la préférence à rester seul ou s'associer avec, fusionner avec Besona, va aussi pouvoir se clarifier en fonction des propositions qui devraient arriver. Moi, je reste toujours un partisan des fusions de communes, des regroupements de communes, dès le moment où elles permettent justement d'améliorer l'autonomie communale, de la conserver aussi également, d'avoir une certaine aussi marge de manœuvre au niveau financier. Et je pense que c'est important d'évoquer ce sujet et c'est très bien. Je crois que c'est un sujet qui va vraiment revenir dans les médias dans les prochaines semaines et qui va être très intéressant, on l'espère, avec une issue que j'espère aussi favorable avec Besona, puisque je pense qu'il y a, comme c'était dit, tu l'as très bien dit, des liens très forts entre les deux communes, au niveau des habitants, au niveau des institutions. Et je pense que le mariage est, on va dire, quelque chose de naturel. Après plusieurs années de fiançailles qui devraient, à mon avis, se concrétiser, mais c'est mon avis, on n'est pas forcément tous du même avis, et c'est vrai que c'est aussi bien d'avoir un débat, c'est aussi bien pour les habitants de Besona comme pour nous d'avoir cette discussion, d'avoir ce débat, et qu'on espère aussi également avec Sion, qui a un projet ambitieux, un projet ambitieux au niveau de la Suisse romande, au niveau du pays entier, de faire une moi je dirais, je t'interromps un petit peu. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir, hormis la question, on est pour ou contre cette fusion avec les zones. À un moment donné, il y aura la question des communes de montagne et des communes de plaine. Oui. Et cette question, elle va venir se poser ces prochaines années de manière irréfutable. On est bien clair. Si les zones décident d'aller sur Sion, ça veut dire qu'on coupe un peu ce trend qu'on voudrait plutôt avoir, je dirais, le coteau qui se rassemble et la plaine qui se rassemble. Voilà, c'est un petit peu le conflit qui risque d'y avoir. C'est un conflit qu'il y a dans certains partis de notre canton. On sait qu'il y a quand même un petit peu des clivages aussi, montagne et plaine, avec des idées qu'on appelle peut-être un peu plus modernes pour la plaine ou archaïques ou vieillottes pour la montagne. C'est pas des idées vieillottes, c'est des idées de défendre la montagne. Et je pense qu'à un moment donné, on devra songer aussi à défendre la montagne. Et cette fusion, elle se basera plus sur la raison que sur le cœur. Moi, je n'ai pas beaucoup d'intérêt sur la raison. Il faut garder les pieds sur terre. Et puis, c'est bien se rendre compte que cette fusion avec les zones est absolument nécessaire. Oui. Okay. Alors, on a plusieurs questions qui sont venues en réaction à ces commentaires de sondage. La première qui était sur le premier sondage, la halle des fêtes est résolument nécessaire. Quid de la réalisation d'un couvert communal pour les familles nombreuses, pour les sociétés? Donc, quid de la réalisation d'un couvert communal pour les familles nombreuses, pour les sociétés? Alors, un couvert communal, moi, je peux parler un petit peu en connaissance de cause, puisqu'il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais soumis à la commune. Alors, à ce moment-là, j'étais président du club de montagne de Fès ici. J'avais soumis à la commune une proposition d'un couvert qui serait fait à la Moudonne. Avec l'aide du club de montagne, avec l'aide des sociétés locales ici. À ce moment-là, donc je parle de ça il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, c'était un non catégorique de la commune qui avait absolument d'autres projets à ce moment-là, qui était le couvert de Saint-Sébastien. Donc, ils ne voulaient pas qu'on arrive avec ce couvert. Puis finalement, le couvert de Saint-Sébastien ne s'est pas fait. Il n'y a pas d'autres couverts. Je ne vous cache pas qu'à titre tout à fait privé, ici au niveau du club montagne, aussi au niveau des sociétés locales de fait, on travaille à nouveau sur ce projet. On va le resoumettre à la commune, demander à un dessinateur de faire des plans il y a 6 mois en arrière, mais il est un peu overbooké. Voilà, mais on va revenir avec ce projet parce que je pense qu'une commune comme Landon mérite d'avoir un couvert pour 100-120 personnes. L'avantage qu'il y avait d'avoir un couvert ici, c'est qu'on a 800 mètres d'altitude et qu'il est utilisable du mois d'avril jusqu'à la fin octobre. Oui, je rejoins complètement Jean-Charles sur ce point de la Moudonne. En plus, c'était un des points qui avait été soulevé lors d'une première rencontre avec les habitants de Fès dans le cadre de mon village à Unam. Et puis c'est vrai qu'à la Moudonne, expérience faite, puisqu'on avait fait un théâtre en plein air avec le Mimosa en 2016, et c'est vraiment un terrain qui se prête
extrêmement bien au niveau de la sécurité, au niveau de l'accès, au niveau de l'altitude. Je veux dire, il y a tout pour faire un couvert, il y a suffisamment de mètres carrés et on peut utiliser un couvert qui serait modulable et qui sera accessible non seulement, alors oui, d'abord les sociétés locales qui pourraient l'utiliser, les familles, mais ce que je veux dire, c'est que quand nous, en tant que société, on fait des sorties et qu'on va faire des sorties dans le Valais en général, on est très content de trouver des couverts qui sont capables de nous accueillir, que ce soit pour une fête de famille ou pour une sortie de société où on peut aller à 60, 80 ou 100 personnes. Et malheureusement, sur la commune, alors on a des jolis couverts, mais aucun de nos couverts n'est capable d'accueillir un nombre important de personnes, voire même au niveau de la sécurité, parce que Saint-Sébastien, il est tout mignon et ça, mais il y a la route au bord, le couvert de la Jet, ben, il faut y accéder, il y a le chemin, c'est un chemin forestier, il n'est pas difficile, mais je veux dire, il n'est pas très grand non plus, on n'a pas cette structure et on en a quand même besoin. Et je pense que toi qui sièges à la commission des finances, je pense que tu vas facilement trouver de dégager 300 ou 350 000 francs pour construire un couvert. Non, mais je pense que les deux peuvent être complémentaires. En effet, ça ne répond pas forcément aux mêmes besoins. Entre une halle polyvalente ouverte et un couvert, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour le même public, pour les mêmes manifestations. Après, il y a aussi peut-être des initiatives avec des associations ou des privés qui peuvent être réalisées. Puis je pense que là aussi, la commune, en tant qu'élu, on peut qu'encourager finalement ces projets, ou en tout cas qu'il y ait une émulation au niveau des associations et des privés même de la commune qui souhaiteraient justement investir. Les partenariats publics-privés sont des éléments qui fonctionnent, qui sont applicables. Et on peut très bien imaginer de développer ce type de couvert avec soit des associations, soit avec des groupements, ou même au travers de ce que tu disais au niveau de mon village à UNAM. C'est également aussi des possibilités de regrouper ses forces, tant par la jeunesse Nananda que par d'autres associations. Oui, mais on devrait aller plus justement dans ces partenariats privés-publics. Je pense aussi que c'est un élément. Pour moi, c'est l'avenir quand même. Ça permet quand même d'avoir des synergies, puis d'avoir des habitants qui sont acteurs de leur projet et de leur village. Acteurs et responsables. Voilà, on les responsabilise. Ça n'arrive pas dans un paquet tout fait, mais la commune doit être derrière aussi pour créer cette synergie et puis être complémentaire. Et on doit aller là-dedans, parce qu'on ne peut pas toujours demander à la commune de faire. On sait très bien que les difficultés, puis on n'a pas un puits sans fond. Mais les partenariats privés-publics, pour moi, c'est quand même un point dans l'avenir où on doit aller. Alors, en parlant de synergie, une autre question qui nous est parvenue, une question complexe, des relations entre la politique et le monde du tourisme. Donc la question qu'on a reçue, c'est politique touristique, les différents acteurs manquent de coordination. Quid du rôle de la commune au-dessus de ces acteurs? Je ne sais pas si vous avez bien, si vous voulez que je répète la question. Moi, je l'interprète comme, pour moi, il y a un problème de gouvernance à la base en termes de mélange, parce qu'on a créé cette société qui s'appelle NTSA, où il y a la commune, il y a NVRM et il y a l'Office du tourisme. Mais à un moment donné, il faut être clair. Je veux dire, on a beaucoup de choses qui se chevauchent et puis on manque d'une gouvernance qui est claire dans les projets touristiques. Alors, si on a fait un NTSA, c'est quand même pour qu'on ait un mot à dire et puis que les principaux acteurs qui soient autour de la table, ils aient des discussions qui soient porteuses et puis qu'on peut avancer dans des projets concrets. Et pas seulement dire oui, il a fait, il n'a pas fait, il a fait juste, il a fait faux, etc., etc. Et à mon avis, là-dedans, il faut qu'on revoie complètement l'organisation, soit de NTSA ou d'une autre forme de structure, je ne sais pas comment ça va aller, mais il y a beaucoup trop de choses où à un moment donné, typiquement, on a des demandes, je vous donne un exemple tout concret, on a des demandes de soutien, de subvention pour une manifestation, ça arrive à la commune, ça arrive à NTSA, c'est fait en doublant, il n'y a pas de tableau clair que c'est une manifestation qui est prise en charge par un NTSA ou par la commune. On n'a pas une vision qui est claire et c'est facile pour personne de travailler. Et à mon avis, là, il faut qu'on s'améliore, clairement. Oui, c'est juste, il faut simplifier. Quand on voit l'organigramme ou l'organisation autour du tourisme, entre la commune, NTSA, les remontées mécaniques, les commerçants, on sent qu'il y a quand même une situation un peu, comme tu dis, qui manque un peu de gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, 2020, si on veut que la commune de Nanda puisse continuer et joue en Champions League au niveau touristique dans les prochaines années, il va falloir simplifier la structure, lui confier un budget et d'avoir justement un réseau qui soit rapide, une organisation qui soit simplifiée et qui permette justement une réactivité, parce qu'aujourd'hui, celui qui veut continuer de jouer dans la catégorie reine, il doit pouvoir investir, il doit pouvoir être actif,
il doit pouvoir être finalement avant les autres présents sur ce terrain. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait avoir cette réactivité-là avec une organisation qui est relativement complexe, en tout cas sur papier. Dans le fonctionnement aussi, visiblement, il y a quand même pas mal d'allers-retours et d'itérations qui, je pense, permettent, on perd aujourd'hui pas mal de temps par rapport à certains projets et de pouvoir être leader dans ce domaine, c'est toujours important. Oui, puis on a quand même, on a aussi des éléments au niveau de l'Office du tourisme même, on a des éléments qui travaillent à l'intérieur de l'Office du tourisme qui sont hyper compétents, mais on n'arrive pas à exploiter à 100% ces compétences parce qu'on a une mauvaise organisation autour. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si on leur attache les mains et les bras. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'on a le potentiel, on a les personnes qui sont capables de faire fonctionner ce potentiel, mais on coupe les bras hein, quelque part. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment qu'on se remette en question et qu'on réfléchisse à une simplification, comme tu disais, à ce niveau-là, pour être beaucoup plus efficient. Parce que là, on est bon, on a fait un super été, mais il ne faut pas arrêter de dormir sur ses acquis et penser qu'on fait tout juste et puis qu'on est les meilleurs du monde. Hein. On a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, et si on veut avancer là-dedans, il faut être un petit peu humble et puis se remettre en question. Puis des fois, laisser la place. Certaines personnes devraient laisser la place et puis dire, voilà, je laisse la place aux jeunes et puis je laisse la place à des personnes qui sont dynamiques et puis qui voient une autre vision d'un INDA un petit peu plus dynamique et qui se positionne sur un INDA de 2030, 2040, 2050 et pas seulement sur 2022. Ça, c'est un petit peu le côté un petit peu négatif que je pourrais dire par rapport à ça. D'autres questions? Non. Bon, tout a été dit. Ok, on avait quelques questions au sujet plutôt de la campagne qui nous était parvenue cette semaine. La première, donc les listes aux élections communales ont été publiées, quelque chose d'un peu plus immédiat. Et on nous demandait on ne voyait pas de liste ni du parti UDC, contrairement à il y a 4 ans, ni du parti Vert. La question qu'on nous a posée, c'est est-ce à dire que le débat démocratique n'existe pas à Nanda? La réduction du nombre de conseillers à 9 n'a-t-elle pas torpillé ces formations? Donc la question c'est est-ce que le fait que nous soyons passés de 11 à 9 conseillers n'interdit pas le débat démocratique aux plus petites formations politiques ou aux formations qui ont peut-être moins de listes d'habitude sur Nanda? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que les gens ont la possibilité, les partis ont la possibilité de déposer les listes. La réduction de 11 à 9 a été décidée par quasiment 95% de la population. Donc, plus clair que ça, s'il n'y avait pas, il n'y a pas de décision. Moi, je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas les UDC, je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas les Verts, je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas le débat, effectivement, qu'il n'y ait pas de débat avec ces formations. On en peut quoi, le PLR on n'en peut pas grand-chose. Hein. On sait qu'il y a eu des... C'est dommage. C'est dommage, mais j'invite quand même les Verts, j'invite quand même l'UDC à ne surtout pas rester à la maison du 8 octobre. Hein. Même qu'ils n'ont pas été déposés de candidats, il faut quand même participer au débat démocratique, il faut participer aux élections communales, comme tout le monde va participer aux votations du 27 septembre prochain. Hein. C'est un devoir citoyen, ça. Après, je pense aussi qu'au niveau des listes UDC et Verts, en tout cas en ayant parlé avec les Verts, voilà, c'était pas l'envie qui manquait d'avoir une liste des Verts à la commune de Nanda, mais après c'est comme dans tout, hein, c'est la notion d'engagement et il faut trouver les personnes qui ont envie de s'engager au niveau d'un exécutif. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui travaillent énormément dans l'ombre, entre guillemets, mais de là être des leaders et puis à se positionner autour de la table d'un exécutif, ils ne sont pas forcément prêts à le faire. Alors moi, je rejoins Jean-Charles, je ne peux que encourager ces sections à continuer, à persévérer pour pouvoir justement augmenter le débat démocratique autour de la table d'un exécutif comme Nanda. Et puis surtout, ne pas baisser les bras. Et puis, c'est pas parce que, voilà, ils n'ont pas de candidats, ils n'ont pas de liste déposée qu'il ne faut pas voter, quoi. Il faut quand même garder son acte citoyen et puis aller voter. Oui, je pense que c'est exactement, je te rejoins, c'est exactement ça. C'est peut-être aujourd'hui l'engagement citoyen par rapport à la politique, il est peut-être plus difficile, la tâche se complique aussi avec les années. La fonction a tendance un peu à se professionnaliser, tant dans les relations avec l'administration cantonale ou fédérale, avec toujours un débat un peu plus complexe au niveau juridique également aussi, donc ça peut aussi également freiner, je pense, les envies. Mais encore une fois, c'est vrai que la
la réduction du nombre de sièges que l'on avait plébiscité et demandé a été largement acceptée par la population. On continuera également aussi, et on espère à l'avenir, avec la création d'un conseil général, d'avoir aussi plus d'émulation au niveau des partis et que chacun puisse déposer une liste, s'exprimer, participer au débat public. Et c'est peut-être plus facile de commencer au travers de la législative que d'accéder directement à l'exécutif. Et comme une tâche un peu plus lourde, avec un peu plus de responsabilité aussi. Donc c'est vrai que peut-être que ça peut aussi freiner les envies de chacun ou des partis par rapport à ça, c'est de ne pas pouvoir commencer par une expérience législative, mais d'aller tout de suite à l'exécutif. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'on aura peut-être loisir de corriger durant la prochaine législature. Ça fait partie aussi des points qu'on a toujours soutenus. Je rebondis un peu sur le Conseil général, sur la participation de l'UDC et des Verts. Si on avait un Conseil général, l'UDC et les Verts ne seraient pas hors du débat, parce que là, ils sont hors du débat. En n'ayant pas de candidat, c'est certain qu'ils seront hors du débat pour les 4 prochaines années. Ça, c'est même pas dire, on arrive au quorum, au quorum, ils sont hors du débat. Si on avait un Conseil général, ça je dis pour les gens qui sont vraiment opposés au Conseil général, au contraire, on ouvre le débat et on ouvre la porte à des places au Conseil général. Parce qu'il est plus facile d'accéder au Conseil général qu'à un Conseil communal. Voilà. Donc ces gens auraient eu, soit l'UDC, soit les Verts, auraient eu leur place aussi au sein d'un Conseil général. Oui. Et d'ajouter aussi que c'est bon pour la démocratie aussi d'avoir plusieurs listes, d'avoir des candidats. On a toujours été partisans au niveau du PLR depuis, en tout cas, les dernières élections. On a toujours milité, on continue de le faire pour des listes ouvertes, pour des candidatures. Notre but, c'est aussi également de proposer des choix à la population, d'offrir un débat, d'offrir un réel choix. On le fait au niveau de notre liste, on l'a déjà fait aussi par le passé, et on souhaite encore continuer de le faire. Donc là aussi, je pense que le débat a sa place, et d'avoir un choix, d'avoir des listes, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour les habitants, et c'est bon pour l'avenir de la commune. Il ne faut pas le voir ça comme une concurrence ou comme une crainte, au contraire, hein. C'est positif. Ça montre quand même qu'il y a un électorat qui est existant et chaque électorat a le droit d'être représenté. C'est ça la démocratie. En parlant de pluralité des voix au sein d'une campagne, on a également eu une question qui nous demandait, plutôt sur la forme de la campagne, où on nous parlait de nos lives Facebook, mais on nous disait que nos lives, il n'y avait pas de contradicteurs, en fait. Et donc la question était, à quand un débat avec les candidats des autres partis? On rêverait de le faire, ce débat avec les candidats des autres partis. Non, je trouve que ça serait très bien. Effectivement, ça serait très bien d'organiser une invitation officielle. Une invitation officielle. Ça serait très très bien de pouvoir débattre, de choisir 5-6 thèmes et de pouvoir débattre ça un soir dans une salle de film. Les rassemblements ne sont pas si évidents. On peut aussi faire un live Facebook avec tout le monde, avec tous les candidats, avec des représentants des partis. Je pense, moi je lance vraiment un appel au Parti socialiste et au PDC d'accepter ça. Ouais. Je trouve que c'est une excellente idée. En tout cas, nous, je présume qu'on est largement à disposition. Enfin, je ne sais pas, vous en pensez. Moi, je trouve que ce serait une excellente idée. Donc, on lance, je ne sais pas, c'est peut-être les présidents de parti qui vont se mettre à eux organiser. C'est peut-être un peu plus, on peut en discuter avec. Il faut dire qu'on n'a plus beaucoup de collègues qui restent autour de la table du conseil. Donc, non, malheureusement, c'est clair. On peut discuter plus avec un seul qui reste, qui restera. Mais c'est clair que nous, pour revenir à l'avant-dernière question, c'est la même chose. Hein. Créer le débat, c'est important. Ça permet aux citoyens d'avoir des oppositions. C'est comme nous, des fois, on est autour, même ce soir, on débat Facebook, on n'est pas toujours du même avis. C'est la même chose avec les autres partis. Et ça permet aux citoyens de se rendre compte qu'on a des vrais échanges et puis qu'on peut débattre sur des vraies questions. Mais pour ça, il faut que nos collègues de partis candidats soient là, soient d'accord de venir. Qu'une association, même apolitique, indépendante, l'organise encore un plus. Hein, ça peut être la jeunesse, ça peut être les commerçants, ça peut être toute autre institution ou association qui souhaiterait avoir un débat, ou même qui a des interrogations sur l'avenir de prestations ou de génération peut-être, d'organiser ce débat et d'avoir cette discussion autour de ces sujets d'actualité politique. C'est très volontiers qu'on acceptera l'invitation. L'invitation est lancée. On est pour. En tout cas, nous, on est pour. Alors, lorsqu'on parlait du Conseil général, une question nous est parvenue, plutôt une remarque qui nous dit, selon la nouvelle constitution, toute commune de plus de 5000 habitants devra avoir un Conseil général.
Et je profite pour coupler avec une autre question que nous avions reçue, pardon, c'était le Conseil général est-il encore un objectif réaliste et réalisable? Donc, est-ce que les chiffres sont exacts déjà? Plus de 5000 habitants sera obligé d'avoir un conseil général. On sait que c'est un cheval de bataille du PLR depuis 4 ans et depuis beaucoup plus que ça. Donc, est-ce que c'est encore un objectif réaliste et réalisable? Et quel va être le rapport du Conseil général avec les travaux de la constituante qui siège actuellement? Quand la constituante aura déterminé le nombre de personnes qu'il faudra, le nombre d'habitants qu'il faudra pour une commune pour qu'il y ait un conseil général, on attendra les débats de la constituante. Après, il faudra encore que le peuple accepte la nouvelle constitution, et après on parlera d'un conseil général, d'une obligation d'avoir un conseil général. Il est vrai que le trend qui était déjà prévu dans la révision qui était prévu, c'était quand même que les communes de plus de 5000 habitants aient un conseil général, et c'est ce qu'on proposait, c'est ce qu'on a proposé cette dernière législature, c'était déjà de lancer les travaux pour le conseil général, pour que ça aille le plus vite possible. On aurait souhaité, pour cette période, c'est pas possible, c'est pas un veto, mais enfin, tout le monde trouve que, enfin, certaines personnes trouvent que ça va un petit peu trop vite, puis qu'il faut se donner le temps de préparer l'administration, parce que ça chamboule un petit peu l'administration, l'organisation. Effectivement, ça demande de professionnaliser la commune, mais ça demande de professionnaliser les élus, ça demande de passer d'un conseil communal peut-être de 9 à 7 personnes, et de pouvoir diriger de manière beaucoup plus professionnelle. Mais ça, Nicolas, il en parle tellement mieux que moi. Il connaît mieux. Tellement baigné là-dedans. J'ai c'est vrai que j'ai une assez grande expérience durant à peu près 16 années de conseil général. Donc je pense que pour une commune de la taille de l'Audace, ça peut être un outil nécessaire, enfin, c'est un outil nécessaire et indispensable à la bonne démocratie. C'est aussi un partage de la responsabilité entre un exécutif et un législatif. Un législatif qui fixe des conditions cadres, qui fixe une ligne directrice et qui va donner les grands principes finalement à un exécutif qui lui va plutôt se concentrer sur la gestion opérationnelle avec un nombre peut-être réduit, mais beaucoup plus concentré sur les tâches de gestion traditionnelles. Ça permet aussi également de consolider des projets, d'avoir peut-être des itérations, des allers-retours pour finaliser, ou on va dire peaufiner certains projets. Et ça permet aussi peut-être après d'avoir cette représentativité des villages, des partis, des opinions politiques plus grande que ce que peut proposer un conseil peut-être même à 9, qui aujourd'hui ne répond pas forcément typiquement à la représentativité de l'ensemble du territoire communal, ou en tout cas des minorités, des classes d'âge, ou des représentations, ou des représentants sociaux, des professions différentes. Donc c'est vrai qu'un conseil général amène aussi également cette sensibilité, politise aussi également le débat, mais assure aussi ce garde-fou d'un point de vue démocratique au niveau des différentes décisions de la commune. Oui, je pense peut-être que justement ça permettrait, moi je n'ai pas l'expérience du conseil général que tu as Nicolas, mais ça permettrait aussi peut-être aux jeunes qui sont tentés quand même par le milieu politique, mais qui n'osent pas se présenter à un exécutif parce que souvent ils pensent qu'ils sont trop jeunes, qu'ils manquent d'expérience, de se lancer, de mettre un pas dans la machine politique communale, et puis de pouvoir construire quand même sur différents dossiers pour la commune, et puis petit à petit, voilà, de se sentir vraiment impliqué, et puis de vrais acteurs de leur commune. Ça, je trouve que ce serait bien pour les jeunes. On va ouvrir un dernier chapitre pour ce soir. On a eu une question, une remarque plutôt, qui nous demandait une rencontre intervillage chaque 2 ans ne serait-elle pas une bonne idée pour partager nos produits du terroir et nos sociétés? Et j'enchaîne dans le même thème avec des questions qui nous ont été posées. C'est quelles sont les envies du PLR au niveau des villages? Que compte faire le PLR pour les villages? Donc, on a une proposition qui serait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une rencontre intervillage chaque 2 ans pour mettre en avant le terroir et les sociétés? Et une autre question qui nous demandait, c'était que veut faire le PLR au niveau des villages pour la prochaine législature? Alors, une rencontre intervillage, je ne vois pas très bien la question de base, parce qu'il y a quand même 17 villages et hameaux sur la commune, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, une rencontre intervillage entre 17 villages et hameaux, il faudrait que les personnes qui ont cette demande nous contactent, et puis qu'on puisse en discuter, de voir vraiment comment elles pensent
quels besoins elles ont par rapport à ça. Après, des rencontres intervillages peuvent se faire sous différentes formes. Hein. Il y a eu justement le Kawewe, les jeunes ont organisé le Kawewe à Bassinda il y a 2 ans en arrière. Le but, c'était de faire à Bassinda, ils l'ont fait à Bassinda. Mais il y a eu plus de 5000 personnes de toute la commune qui sont venues sur la journée et c'est absolument fantastique. Carnabar, c'est la même chose. Je veux dire, le rendez-vous de février à Bar, je veux dire, il y a tous les gens de la commune. Donc, intervillage, ça pourrait être sous cette forme-là, ça pourrait être sous une autre forme, mais là, il faut, désolé, là, il faut nous en dire un petit peu plus pour pouvoir. Moi, je. Ouais, si on fait un petit peu l'historique, avant, on avait 11 conseillers parce qu'il y avait 11 villages principaux. Puis on disait qu'il fallait avoir un conseiller par village, comme ça, il pouvait faire remonter les problèmes du village. C'était un petit peu la politique d'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Le PLR, alors qu'il y avait encore 4 conseillers autour de la table du conseil, était représenté systématiquement par un de Féa-Pro, un de Basse-Lande, un d'Haute-Lande et puis un de la rive droite. Donc il y avait toujours les idées qui devaient remonter de par le conseiller. Depuis, les temps ont changé, les répartitions ont changé et les vocations ont aussi changé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver tout d'un coup avec 3 personnes du même village et puis d'autres villages qui sont plus représentés. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'a pas le temps? Je trouve qu'on doit prendre le temps, mais effectivement, moi je pense qu'un conseil communal devrait être plus proche de la population. Une assemblée primaire ne permet pas d'être proche de la population. Un conseil communal devrait une fois sur la législature, pour faire le tour des villages et rencontrer les citoyens, de venir un soir à la salle de gym, il y a 10 personnes, il y a 10 personnes. Il y a 50 personnes, il y a 50 personnes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce que vous souhaitez de la commune? Qu'on écoute les citoyens. Pas que ce soit toujours le conseiller qui reçoit le téléphone d'un citoyen, qui essaye de faire remonter ça à une séance de conseil où on a déjà discuté de 50 000 trucs alors, et puis qu'on essaye de faire passer parce qu'il faut 2 langues publiques ici, puis il faudrait revoir les déchets ici, puis un truc comme ça. Ça serait très bien. Moi, je trouve que ça serait très bien cette ouverture que le conseil communal s'approche de la population, fasse le tour. Sur une législature, je pense que le conseil communal peut quand même arriver à faire le tour des villages sur les 4 ans. Je pense que ça serait un minimum. Ce qui a été fait aussi avec le projet Patricia, mon village a une âme, permet aussi déjà. C'est vrai que la question sous-entend qu'il n'y a pas forcément d'entente avec les villages actuellement, mais je crois que ce n'est pas le cas, à mon avis. La petite connaissance que j'ai de la commune et des villages, c'est qu'il y a quand même une bonne entente, il y a des projets qu'il faut soutenir, des initiatives de société ou à titre privé, le carnaval ou le Carnaval, des manifestations qui permettent ce rassemblement naturellement, je pense. Et quant à l'avenir des villages, moi je le vois plus sous le fait de conserver une identité villageoise ou une typicité locale, quelque chose, un événement, ça peut être le carnaval sur Bar ou quelque chose, mais d'être toujours quand même sur le principe que la commune, c'est un ensemble de villages et on va dire que les règles sont les mêmes et je pense qu'on doit avoir finalement un fonctionnement qui doit être identique, mais en respectant les spécificités qu'il peut y avoir dans certains villages, certains hameaux qui ont un historique particulier ou un patrimoine à mettre en avant ou une manifestation à soutenir. Je pense que voilà, mais la différence d'un conseil qui se déplace dans un village, c'est que un conseiller va faire remonter quelque chose, que le conseil décide d'accepter ou de même pas rentrer en matière. Mon village a une âme. On crée une émulation de la population, un truc comme ça, mais il n'y a pas de décision. On ne peut pas décider ce qui se fait. Le soir qu'il y a le conseil communal qui est présent à Haute-Lande, qui est présent à Bar, qui va discuter, je pense que les discussions ne seront pas les mêmes. Et les discussions qui vont venir au conseil après ne seront pas les mêmes non plus. Non. En ayant eu le conseil devant la population, on a débattu exactement de problèmes de lampe publique, de problèmes de goudron, de problèmes de route communale, de problèmes d'arrosage, de voisinage. On aura discuté, j'espère pouvoir discuter de tout. Peut-être que le conseil communal devra peut-être fixer des priorités qui seront différentes à ce moment-là et surtout décider. Et ça revient tout à fait à ce que beaucoup de communes font déjà maintenant. C'est ce qu'on appelle des projets participatifs. Ça s'appelle une discussion ouverte, simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un objectif fixé, mais on est là dans un but d'échange. On écoute le citoyen, on entend ce qu'il dit et on échange de manière concrète. Après, ça ne veut pas dire qu'on promet, parce qu'on est là, qu'on va promettre que les choses vont se faire. Mais au moins, on prend la peine d'écouter le citoyen. Ça, c'est important.
Il faut se donner les moyens, il faut se donner le temps. Ce qu'on En n'a tout cas, pas, ce qu'on n'a pas toujours, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on mais n'a pas toujours, mais ce qu'on doit faire. voilà, mais ce qu'on n'a pas forcément fait, mais ce qu'on s'engage à faire, en tout cas pour la prochaine législature, et je pense que c'est aussi un point important, c'est d'avoir, et on fera en tout cas en sorte, pour les habitats Le verts, maximum. faire le maximum pour aller dans ce sens et être beaucoup plus concret avec ces projets. Alors peut-être une question pour terminer sur ce sujet qu'on vient de recevoir, c'est une proposition peut-être des délégués du village, sans parler de parti politique. Donc des délégués qui soient, si j'ai bien compris la question, pas affiliés à une couleur politique quelconque, quoi, qui soient vraiment des délégués neutres du village. On appelle ça un conseil général. Oui, on ouvre. Il faut pas, enfin moi je ne vois pas créer encore, une association encore de citoyens qui vont venir débattre. Non, il faut du tac au tac, il faut citoyens, autorité, il faut qu'il y ait du répondant direct, il faut de l'échange direct. De remonter, c'est-à-dire qu'on va échanger en groupe, c'est-à-dire que les gens de Rapro vont échanger avec ceux de Brignon et Lotnan, on ne va pas avancer le public comme ça. C'est-à-dire que le soir que le conseil est à Rapro, on va peut-être avancer sur des sujets d'Apro. Le soir qu'il est à Brignon, il va peut-être, ou qu'il est sur la rive droite, on va peut-être avancer sur des sujets. C'est pas cette association, c'est créer encore de nouveau un intermédiaire supplémentaire. Voilà, c'est ce que. Mais je pense que ça. Je trouve pas ça très bien. Ouais, la pertinence, mais je crois plus on va dire, au pouvoir et à l'association aux rencontres avec les associations et l'initiative privée, finalement, le bénévolat dans tout ça. Je crois plus à cette organisation-là et à ce répondant-là. Dans chaque village, il y a de toute façon une société qui permet d'organiser et qui a cette capacité de pouvoir mettre à disposition, créer cet échange-là et cette émulation-là. Je crois plus à l'engagement bénévole des citoyens pour ça, plutôt qu'un organe ou qu'un conseil spécifique. Oui. Qui serait un peu, on va dire, c'est des intermédiaires supplémentaires et si on ne va pas forcément. Un exécutif, un législatif, c'est vrai que c'est plus on va dire, un effort des élus de pouvoir aller dialoguer et partager. Oui, là on a reçu la demande du citoyen, maintenant c'est aux élus à aller vers le citoyen. Mais l'idée mérite d'être de toute façon discutée et débattue, hein. Pourquoi pas si une réelle volonté d'avoir. Le Parlement des jeunes est aussi issu de cette volonté-là. C'est oui, en principe, pourquoi pas, hein, c'est à discuter. Mais... Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre troisième Facebook Live. Encore des questions? Si vous n'avez pas d'autres questions. Merci de vous être connectés ce soir. On était très contents depuis fait. Le village le plus ensoleillé de la commune quand même, hein. T'as vu, hein, je le dis, hein, comme ça il est content d'avoir partagé avec vous ce Facebook. On vous donne rendez-vous le 21 septembre, je crois, hein, c'est juste 21 septembre à 19 h, toujours. Restez connectés, n'oubliez pas de poser vos questions, même entre deux Facebook Live, on est toujours là pour répondre. Vous pouvez aussi nous contacter en privé si vous n'osez pas poser vos questions, même de manière anonyme. Et puis, n'oubliez pas non plus que bientôt il y a des votations fédérales le 27 septembre. Donc, faites votre devoir de citoyen, allez voter, c'est important. Et puis, moi, je vous dis au 21. Merci encore pour vos remarques, commentaires, discussions. N'hésitez pas aussi à nous remonter les points d'amélioration. Si ça n'a pas convenu au niveau de l'ambiance, la luminosité ou le son, n'hésitez pas à nous le remonter. On fera attention à ces différents points lors des prochaines éditions. Et puis surtout, vos commentaires, vos remarques, vos opinions, c'est ça qui fait avancer le débat. C'est finalement aussi la contradiction, c'est également des propositions. Donc là aussi, on prendra toutes vos questions, toutes vos remarques. Et on vous remercie d'ores et déjà de votre participation future aux prochains événements organisés par le PLR. Et on se réjouit de vous retrouver prochainement. Peut-être que ce ne sera peut-être pas le 21, peut-être qu'on a un débat, un live avec les autres candidats. Je trouve que ça serait très très bien. Donc on verra. Voilà, donc je pense que pour ce soir c'est terminé. Le soleil est enfin couché à Fay, donc ça veut dire que qu'il va faire très nuit et il est très tard. Donc on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci pour votre attention, pour votre participation et votre mobilisation. C'est super. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci.